Pourquoi certaines femmes semblent-elles traverser leur existence comme si une porte invisible leur restait constamment fermée, pendant que d'autres s'assemblent, se choisissent et se soutiennent avec une facilité presque déconcertante? Pourquoi y a-t-il des femmes entourées, intégrées, invitées naturellement, et d'autres qui observent toujours depuis la périphérie, sans jamais comprendre ce qui leur manque réellement? Si vous êtes une femme qui a grandi avec ce sentiment étrange de ne jamais être vraiment à sa place parmi les autres femmes, si vous avez vu les groupes se former sous vos yeux pendant que vous restiez en retrait, si vous avez connu l'exclusion silencieuse, l'oubli récurrent ou l'absence totale d'invitation, alors il y a une vérité essentielle que vous devez entendre dès maintenant. Ce que vous vivez n'est pas un échec personnel. Ce n'est pas la preuve que vous manquez de charme, d'intelligence émotionnelle ou de compétences sociales. Et surtout, ce n'est pas le signe que quelque chose serait défectueux en vous. Et si cette solitude récurrente n'était pas une anomalie, mais une signature? Et si cet isolement n'était pas une punition, mais un marqueur profond, inscrit dans votre psyché, votre héritage et peut-être même votre vocation intérieure? Le psychologue Carl Jung a mis en lumière le fait que certaines femmes incarnent un archétype particulier, une structure psychique qui les rend fondamentalement incompatibles avec les formes ordinaires de liens féminins. Ces femmes provoquent quelque chose chez les autres. Leur simple présence active des réactions inconscientes, malaise diffus, rejet difficile à expliquer, mise à distance subtile, parfois même des formes de sabotage relationnel à peine perceptibles. Et ce mécanisme peut conduire à une vie entière passée dans une solitude qui ne trouve jamais de justification claire. Ce que l'on ne vous dit presque jamais, c'est que ce même schéma qui vous exclut des cercles féminins superficiels peut être exactement ce qui vous destine à un chemin bien plus profond. Ce qui vous met à l'écart des liens faciles est peut-être la qualité même qui vous appelle vers une initiation psychologique et spirituelle que la majorité des femmes n'entreprendront jamais, parce qu'elles sont trop confortablement installées dans le collectif. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi vous n'avez jamais réellement appartenu aux femmes, quelle est la blessure ancienne qui se répète dans vos relations, et comment cette solitude imposée peut devenir la porte d'entrée vers une forme de puissance féminine qui ne dépend d'aucune validation extérieure. Si ce sujet résonne déjà en vous, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne. Ce contenu s'adresse à celles qui ne se reconnaissent pas dans les discours simplistes et qui cherchent à comprendre ce qui se joue réellement sous la surface des relations humaines. Vous trouverez ici des explorations profondes, honnêtes et sans concession sur la psychologie féminine et le chemin vers l'authenticité. Le schéma commence souvent très tôt, parfois dès l'enfance. Une petite fille ressent qu'elle ne renvoie pas l'image attendue, qu'elle ne correspond pas tout à fait à ce que les autres femmes projettent ou espèrent voir. Jung expliquait que notre première rencontre avec l'archétype du féminin passe par la relation à la mère. Lorsque ce lien est marqué par la froideur, la rivalité, l'inconstance ou l'abandon émotionnel, quelque chose se fissure dans la capacité de la fille à faire confiance au lien féminin. Ce que l'on appelle le complexe maternel ne se limite pas à une blessure isolée, il installe un modèle psychique qui se répète ensuite tout au long de la vie, dans chaque tentative d'amitié, dans chaque cercle de femmes que l'on tente d'intégrer. Très jeune, vous avez appris que votre authenticité dérangeait, que votre intensité était excessive, que votre lumière était trop forte, trop directe, trop brute pour le confort de votre entourage. Peut-être que votre mère ne pouvait pas contenir vos émotions, ou que des figures féminines proches rivalisaient avec vous au lieu de vous soutenir. Peut-être avez-vous senti, bien avant de pouvoir le formuler, qu'il y avait autour de vous une gêne, un jugement diffus, une impression que votre simple manière d'être posait problème. Ce n'était pas une invention de votre esprit. Les enfants perçoivent avec une précision redoutable le rejet émotionnel et énergétique. Et votre psyché a tout enregistré, bien avant que vous ne disposiez des mots pour le comprendre. Ce qui commence comme une blessure relationnelle précoce devient alors un champ de force invisible. Un mécanisme inconscient qui vous maintient à distance de la communauté féminine tout au long de votre vie. Vous approchez les groupes avec une ouverture sincère, sans masque, sans calcul. Et pourtant, en quelques instants parfois, une froideur familière s'installe. Les conversations continuent sans vous inclure réellement. Les promesses de retrouvailles ne se concrétisent jamais. Les liens qui semblaient naître se dissolvent sans explication. Jung appelait cela la compulsion de répétition, l'inconscient recrée sans cesse la blessure initiale dans l'espoir de la réparer. Mais chaque répétition ne fait souvent que renforcer la croyance douloureuse que vous seriez, d'une manière ou d'une autre, fondamentalement incompatible avec l'amitié féminine. Ce sentiment n'est pas seulement personnel. Il est souvent transgénérationnel. En remontant votre lignée maternelle, vous découvrirez peut-être des femmes qui, elles aussi, ont marché seules. Des grands-mères mises à l'écart. Des tantes jamais vraiment intégrées. Des mères entourées de connaissances,
mais privés de véritables liens profonds. Cet isolement féminin se transmet parfois comme un héritage silencieux, une blessure ancienne portée de génération en génération. Vous ne portez pas uniquement votre propre solitude. Vous portez aussi celle de celles qui vous ont précédé. Mais c'est précisément ici que le récit commence à changer. Car comprendre l'origine de cette solitude, c'est ouvrir la possibilité de la voir autrement. Non plus comme une malédiction, mais comme le premier seuil d'un chemin que peut Host emprunter. Et c'est ce chemin que nous allons commencer à explorer ensemble. À un certain point, vous avez probablement cessé de vous demander ce que vous faisiez de mal pour commencer à ressentir quelque chose de plus troublant encore, l'intuition que votre simple présence déclenchait des réactions qui vous échappaient totalement. Vous n'étiez ni agressive, ni distante, ni méprisante. Vous arriviez avec une intention claire de lien, avec une ouverture sincère, parfois même avec une forme de vulnérabilité. Et pourtant, quelque chose se refermait. Un changement imperceptible dans l'atmosphère. Un léger glissement dans les regards. Une modification subtile du ton. Comme si, sans avoir rien dit de travers, vous aviez déjà franchi une limite invisible. Ce phénomène ne relève pas d'un manque de sociabilité. Il ne s'agit pas non plus d'un défaut de personnalité. Il touche à une dynamique bien plus profonde, presque archaïque. Dans de nombreux groupes féminins, les liens ne se construisent pas uniquement sur l'affinité ou la bienveillance, mais sur des accords tacites, implicites, rarement formulés. Il existe une entente silencieuse pour maintenir les échanges dans un registre émotionnel acceptable, maîtrisé, prévisible. On y partage des récits codifiés, des plaintes socialement admises, des préoccupations qui confirment l'appartenance au groupe sans jamais menacer son équilibre interne. Or, vous ne jouez pas ce jeu. Non par arrogance, ni par rejet des autres femmes, mais parce que quelque chose en vous refuse instinctivement ce qui ressemble à une mise en scène. Vous ressentez trop. Vous percevez trop vite ce qui n'est pas dit. Vous captez les incohérences entre les paroles et l'énergie réelle. Et surtout, vous ne savez pas feindre un intérêt pour des échanges qui vous semblent creux, répétitifs ou anesthésiants. Là où d'autres trouvent un sentiment de sécurité, vous ressentez une forme d'étouffement. Cette profondeur intérieure agit comme un révélateur. Elle met en lumière ce que beaucoup préfèrent garder enfoui. Votre présence devient alors un miroir inconfortable. Sans prononcer un mot, vous rappelez aux autres femmes les parts d'elles-mêmes qu'elles ont dû taire pour être acceptées. Leur spontanéité bridée. Leur intuition ignorée. Leur colère non exprimée. Leur tristesse déguisée en humour. Votre intensité ne crée pas le malaise, elle le révèle. Et ce qui est révélé, lorsqu'il n'est pas prêt à être regardé, est souvent rejeté. C'est ainsi que naissent les exclusions les plus déroutantes. Rien de frontal. Rien de clairement hostile. Tout se fait dans une zone floue, socialement acceptable. Une invitation oubliée. Un groupe de discussion auquel vous n'êtes jamais ajouté. Une information que vous apprenez après coup. Lorsque vous questionnez, les explications semblent toujours rationnelles, presque innocentes. Un malentendu. Un oubli. Une coïncidence. Et pourtant, votre corps sait. Votre système nerveux enregistre une vérité que les mots contournent. Vous ressentez ce rejet avant même de pouvoir le nommer. Ce mécanisme est étroitement lié à ce que l'on appelle la projection de l'ombre. Ce que les autres ne peuvent pas accepter en elles-mêmes, elles le déplacent inconsciemment sur vous. Vous devenez la dépositaire silencieuse de ce que le féminin collectif refuse de voir. La lucidité qui dérange. L'indépendance intérieure qui menace. La capacité à exister sans chercher l'approbation du groupe. Pour certaines femmes, cela active une blessure profonde, souvent narcissique, liée à leur propre dépendance au regard extérieur. Votre liberté intérieure devient alors perçue comme une accusation implicite. Historiquement, les femmes qui incarnaient cette autonomie psychique ont toujours été marginalisées. Elles ne correspondaient pas aux rôles attendus. Elles ne se laissaient pas façonner. Elles vivaient à la lisière. Non parce qu'elles rejetaient la communauté, mais parce que la communauté ne savait pas quoi faire d'elles. Aujourd'hui, les formes ont changé. On ne condamne plus ouvertement. On isole. On laisse à l'écart. On fait sentir, sans jamais le dire clairement, que vous n'êtes pas tout à fait à votre place. Et pourtant, le prix que vous payez pour refuser de réduire votre intensité est élevé. Cette solitude peut devenir lourde, parfois écrasante. Elle peut réveiller des blessures anciennes, des manques non comblés, des désirs simples de partage et de complicité.
Il serait faux de prétendre que cette mise à l'écart ne fait pas mal. Elle touche à un besoin fondamental, celui d'être vu, reconnu, accueilli par ses semblables. Mais la question essentielle n'est pas de savoir si cette solitude est douloureuse. La vraie question est de comprendre ce qu'elle est en train de vous demander. Car il existe une différence fondamentale entre l'isolement subi et le retrait nécessaire. Ce que vous vivez n'est pas toujours une exclusion arbitraire. Il s'agit souvent d'un mouvement intérieur plus vaste, orchestré par une partie profonde de votre psyché qui sait que certaines formes de lien vous éloigneraient de vous-même. Tant que vous cherchiez à vous adapter, à comprendre, à vous ajuster pour être accepté, quelque chose en vous résistait. Cette résistance n'était pas un défaut. C'était une intelligence intérieure à l'œuvre. À ce stade, beaucoup de femmes se retournent contre elles-mêmes. Elles tentent de se corriger, de s'assouplir, de lisser leur personnalité. Elles apprennent à se taire davantage, à minimiser leurs ressentis, à jouer un rôle plus acceptable. Vous avez peut-être essayé aussi. Et peut-être avez-vous senti que chaque concession vous éloignait un peu plus de votre vérité. Car ce que l'on vous demandait implicitement, ce n'était pas de mieux communiquer, mais de vous trahir subtilement. Ce rejet répété n'est pas là pour vous briser. Il agit comme un signal. Il vous pousse vers une question inconfortable mais essentielle: que se passerait-il si votre valeur ne dépendait plus de votre capacité à être choisie par les autres femmes? Que resterait-il de vous si vous cessiez de courir après des cercles qui ne peuvent pas contenir ce que vous êtes réellement? Cette interrogation marque un seuil. Et ce seuil ouvre sur une transformation bien plus profonde que l'appartenance sociale. À partir d'un certain moment, lorsque les mêmes schémas se répètent malgré vos efforts, malgré votre bonne volonté, malgré votre sincérité, une bascule intérieure commence à s'opérer. Vous réalisez que ce que vous vivez ne peut plus être expliqué uniquement par les circonstances extérieures. Ce n'est plus seulement une suite de déceptions relationnelles. C'est un processus. Lent, exigeant, parfois brutal, mais profondément structurant. La solitude cesse alors d'être perçue comme un accident de parcours et commence à révéler sa véritable fonction. Carl Jung appelait ce processus l'individuation. Non pas une amélioration de soi au sens social du terme, mais un chemin de différenciation intérieure, une séparation progressive entre ce que vous êtes réellement et ce que le collectif attend que vous soyez. L'individuation ne cherche pas à vous rendre plus acceptable, mais plus entière. Et ce chemin, presque toujours, passe par des phases de retrait, de solitude, de mise à l'écart. Non pas comme une punition, mais comme une condition nécessaire à la transformation. Les femmes engagées dans ce processus se retrouvent souvent privées de compagnie compatible, non parce qu'elles seraient supérieures ou inférieures, mais parce qu'elles vibrent à une autre fréquence psychique. Elles ne vivent plus uniquement à travers le masque social, cette persona décrite par Jung comme un compromis entre l'individu et la société. Elles commencent à écouter une voix plus profonde, plus exigeante, qui ne tolère plus les faux-semblants. Cette voix ne cherche pas l'approbation. Elle cherche la vérité. C'est ici que la solitude prend une double forme. D'un côté, il y a la solitude blessée, celle de l'enfant intérieur qui espérait être accueilli, choisi, reconnu. Cette solitude la fait mal. Elle pleure l'absence, elle cherche encore la chaleur du lien, elle se souvient de ce qui n'a jamais été donné. Et de l'autre côté, il y a une solitude plus silencieuse, plus grave, presque sacrée. Une solitude choisie par l'âme pour se retirer du bruit, pour écouter, pour intégrer. Les deux coexistent souvent en vous, et apprendre à les distinguer est une étape fondamentale. La psyché profonde sait parfois ce que l'esprit conscient refuse d'admettre. Elle sait que certaines relations, même agréables en apparence, vous maintiendraient dans une version réduite de vous-même. Elle sait que tant que vous cherchez votre reflet dans le regard des autres, vous restez dépendante d'une validation qui vous éloigne de votre centre. Alors elle orchestre des ruptures, des distances, des absences. Non pour vous punir, mais pour vous protéger. Pour vous préparer. Ce retrait forcé agit comme un creuset. Tout ce qui était soutenu par l'extérieur s'effondre. Les rôles, les attentes, les stratégies relationnelles apprises très tôt perdent leur efficacité. Vous êtes confronté à vous-même, sans distraction. C'est inconfortable. Parfois angoissant. Car dans ce silence, remontent des couches de tristesse, de colère, de chagrin ancien. La maternité émotionnelle manquante. Les amitiés espérées mais jamais réalisées. Les occasions ratées de se sentir simplement à sa place. Mais c'est précisément dans cet espace nu que quelque chose de nouveau peut émerger. Jung parlait de la nuit noire de l'âme comme d'une dissolution nécessaire avant toute réorganisation à un niveau supérieur.
Rien de faux ne peut survivre à cette traversée. Ce que vous n'êtes pas tombe. Ce que vous êtes réellement commence à se structurer. Lentement. Sans témoin. Sans applaudissements. Dans cette phase, vous apprenez une compétence que peu de personnes développent réellement, la capacité à vous tenir compagnie. À rester avec vos émotions sans les fuir. À écouter vos pensées sans les censurer. À accueillir vos contradictions sans chercher à les résoudre immédiatement. Vous devenez votre propre refuge. Votre propre témoin. Votre propre source de stabilité. Ce n'est pas de l'isolement narcissique. C'est une maturation intérieure. À chaque nouvelle exclusion, vous êtes placé devant un choix. Soit vous laissez l'événement confirmer l'idée que vous n'êtes pas digne de lien, soit vous l'utilisez comme une invitation à approfondir votre relation avec vous-même. À chaque fois que vous choisissez la seconde option, quelque chose s'alchimise. La blessure ne disparaît pas instantanément, mais elle se transforme. Elle cesse de définir votre valeur. Elle devient une source de lucidité. Peu à peu, vous cessez de quémander. Vous cessez d'expliquer qui vous êtes à ceux qui n'écoutent pas. Vous cessez de réduire votre intensité pour préserver des liens fragiles. Ce que vous perdez en appartenance superficielle, vous le gagnez en souveraineté intérieure. Une forme de solidité calme s'installe. Vous n'êtes plus en guerre contre votre solitude. Vous commencez à l'habiter. Cette transformation ne vous rend pas insensible. Vous ressentez encore le manque, parfois. Vous observez encore les groupes soudés avec une pointe de nostalgie. Mais ces émotions ne gouvernent plus vos choix. Elles traversent, sans vous engloutir. Vous découvrez qu'il est possible d'être profondément humaine sans être dépendante du collectif. D'être ouverte sans être disponible à tout prix. D'être connecté à vous-même même lorsque les autres ne sont pas là. C'est à ce stade que quelque chose d'essentiel se produit. Votre énergie change. Là où auparavant vous émettiez un besoin, une attente, une tension tournée vers l'extérieur, vous commencez à émettre une présence. Une stabilité. Une intégrité. Et cette différence est perceptible. Certaines personnes s'en sentiront apaisées. D'autres, déstabilisées. Mais vous ne cherchez plus à contrôler ces réactions. Vous n'avez plus besoin d'être choisi pour exister. La solitude, dans cette perspective, cesse d'être une preuve d'échec relationnel. Elle devient un passage. Un rite silencieux que traversent celles qui sont appelées à se rencontrer elles-mêmes avant de rencontrer les autres. Toutes les femmes ne passent pas par là. Toutes n'en ont pas besoin. Mais celles qui y entrent n'en sortent jamais intactes. Elles en sortent transformées. Et ce qui se prépare alors dépasse largement la question des amitiés manquées. Arrive un moment précis, souvent après des années de solitude comprise puis intégrée, où quelque chose bascule définitivement. Ce n'est pas une explosion spectaculaire ni une illumination soudaine. C'est plus discret que cela. Une stabilisation intérieure. Une certitude calme. Vous cessez de vous demander quand la vie vous accordera enfin la place que vous pensiez mériter parmi les autres femmes. La question perd simplement sa charge émotionnelle. Elle devient secondaire. Et à sa place apparaît une compréhension bien plus vaste de ce que vous êtes venu accomplir. Vous réalisez alors que votre parcours n'avait jamais pour objectif de vous apprendre à mieux vous intégrer, mais à devenir entière. Non pas validée, mais enracinée. Non pas choisie, mais alignée. Carl Jung insistait sur le fait que l'individuation, aussi douloureuse soit-elle, ne servait pas uniquement l'individu, mais contribuait à l'évolution du collectif tout entier. Chaque être humain qui cesse de vivre à partir de ses blessures non reconnues et commence à incarner sa vérité modifie silencieusement le champ autour de lui. À ce stade, votre solitude n'est plus une absence. Elle est devenue un espace habité. Vous n'êtes plus en attente. Vous n'êtes plus dans la comparaison. Vous n'observez plus les cercles féminins avec la même faim intérieure. Vous voyez désormais clairement ce qui vous aurait été demandé en échange de cette appartenance. Des compromis subtils. Des silences répétés. Des renoncements progressifs à votre intuition. Et vous comprenez que le prix était trop élevé. Cela ne signifie pas que vous avez transcendé tous les besoins humains. Vous ressentez encore parfois la nostalgie d'une complicité simple, d'une présence régulière, d'un rire partagé sans tension. Ces élans ne disparaissent pas. Ils deviennent simplement proportionnés. Ils ne définissent plus votre valeur. Ils ne gouvernent plus vos choix. Vous pouvez reconnaître le manque sans vous y perdre. C'est là une maturité psychique rare.
Ce changement intérieur modifie profondément la manière dont les autres vous perçoivent. Là où vous pouviez autrefois émettre une attente inconsciente, vous dégagez désormais une autosuffisance tranquille. Vous ne cherchez plus à convaincre. Vous ne vous expliquez plus excessivement. Vous ne réduisez plus votre profondeur pour être digeste. Cette posture n'est ni dure ni défensive. Elle est claire. Et cette clarté agit comme un filtre. Certaines femmes se sentiront naturellement attirées par cette énergie. Non pas parce que vous cherchez à créer un lien, mais parce que vous incarnez une permission silencieuse. La permission d'être soi sans justification. La permission de ne plus se trahir pour appartenir. Ces rencontres, lorsqu'elles ont lieu, sont rares. Elles ne reposent pas sur la proximité géographique ni sur des intérêts superficiels. Elles naissent d'une reconnaissance mutuelle entre femmes qui ont traversé leur propre désert intérieur. Ces liens n'exigent pas une présence constante. Ils sont stables, même dans l'espace et le silence. D'autres femmes, en revanche, continueront de se sentir inconfortables face à vous. Votre cohérence mettra en lumière leurs propres concessions. Votre calme soulignera leur agitation. Votre autonomie rappellera leur dépendance au regard extérieur. Vous ne chercherez plus à corriger cela. Vous n'aurez plus besoin d'être aimé de toutes. La neutralité face au rejet est l'un des signes les plus clairs que l'individuation a réellement eu lieu. Vous comprenez également que votre chemin n'est pas destiné à être majoritaire. Certaines femmes sont appelées à incarner l'archétype de l'ermite, de la mystique, de celle qui marche à la lisière. Non par choix intellectuel, mais par nature. Le monde a besoin de ces figures. Elles montrent qu'une femme peut être complète sans être entourée, enracinée sans être validée, vivante sans être constamment reflétée par les autres. Votre parcours vous a transmis des compétences intérieures que peu acquièrent. Vous savez rester avec vous-même dans les moments inconfortables. Vous savez réguler vos émotions sans les projeter immédiatement sur autrui. Vous savez écouter votre boussole intérieure même lorsqu'elle vous éloigne du consensus. Vous savez créer du sens sans attendre qu'il vous soit confirmé de l'extérieur. Ce ne sont pas des qualités anodines. Ce sont les fruits directs d'un chemin exigeant. À ce stade, vous cessez de vous demander ce qui clochait chez vous. La question se transforme. Vous commencez à voir clairement ce que le collectif n'était pas capable de contenir. Votre lucidité. Votre intensité. Votre refus de vivre à moitié. Vous cessez de vouloir entrer dans des cercles qui ne peuvent pas soutenir votre vérité. Vous construisez votre propre table. Vous définissez vos propres normes. Vous choisissez ce qui mérite votre présence. Cette souveraineté intérieure ne vous rend pas isolé du monde. Elle vous rend libre d'y participer sans vous perdre. Vous pouvez être seul sans être vide. En lien sans être dépendante. Ouverte sans être envahie. Vous n'êtes plus gouverné par la peur de manquer. Vous êtes guidé par l'exactitude intérieure. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne. Ce travail s'adresse à celles qui ne cherchent plus des réponses superficielles, mais une compréhension profonde de leur trajectoire intérieure. En vous abonnant, vous soutenez un espace où la psychologie féminine est explorée sans simplification ni compromis, pour celles qui savent que leur solitude n'est pas un accident, mais un appel. Votre histoire, qu'elle soit racontée ou non, laisse une trace. Par votre simple manière d'exister, vous montrez qu'une autre voie est possible. Vous démontrez que l'authenticité peut survivre à l'isolement et s'y affiner. Que la vérité intérieure, même lorsqu'elle coûte des liens, produit une forme de paix que rien d'extérieur ne peut remplacer. Vous n'êtes pas passé à côté de votre vie. Vous l'avez traversée autrement. Et ce chemin, aussi exigeant soit-il, vous a mené là où peu ose aller. À vous-même.